Que se passe-t-il entre les États-Unis et l'Iran? Comme vous le savez, ce protocole d'accord, c'est 60 jours. Hier soir, c'était le dernier jour. Enfin, hier était le dernier jour du protocole d'accord, de ces 60 jours définis pendant les négociations. Mais le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas prolonger ce délai, parce qu'il n'était pas fait mention de 60 jours, ni d'un calendrier, ni d'une échéance dans ce protocole d'accord, dans ce document. L'autre point, c'est que l'Iran affirme, selon Reuters, que tôt ou tard, il va faire quelque chose au sujet du blocus. Cela signifie que nous pourrions assister à une forme de confrontation. Il y a tout juste une heure, nous avons appris qu'un des pétroliers des Émirats arabes unis avait été saisi près de l'île iranienne de Keshm. En fait, il empruntait la route désignée par l'Iran, vous savez. Et il a été saisi près de cette île, l'île de Keshm. L'autre point, c'est que Donald Trump exige une reddition totale. Il dit que l'Iran doit faire quelque chose à ce sujet. Aujourd'hui encore, pour la deuxième fois, il a dit « Nous allons bombarder Oman ». Et il n'est pas content. Apparemment, il n'est pas satisfait de ce qui se passe entre l'Iran et Oman, ni du nouveau mécanisme qu'ils sont en train de définir pour le détroit d'Ormuz. Au vu de ce qui se passe, Tony, j'ai oublié de mentionner un autre point, soulevé hier par Marjorie Taylor Greene. Elle a dit qu'ils discutaient sérieusement de l'utilisation de bombes nucléaires et de la manière dont cela allait changer la situation avec Israël, avant toute chose. Quelle est votre analyse de ce qui se passe entre les deux camps, les États-Unis et l'Iran? C'est une excellente introduction au sujet important. Et je le répète, l'emploi d'une arme nucléaire tactique, est une possibilité et un risque qui me préoccupe depuis que nous avons commencé à parler de ce conflit, le 28 février, puis en mars et au-delà. Tout simplement en raison des options militaires limitées, du manque de volonté politique, de volonté nationale. Je reviens toujours à la puissance nationale et à la trinité que forment le gouvernement, la sécurité et la défense d'une nation. En abordant ce conflit, il ne pouvait pas être gagné à coups de missiles et de blocus. Ces éléments ne gagnent pas les guerres. Et les États-Unis, en tant que population gouvernée, n'ont ni l'appétit ni la volonté nationale de s'engager dans une guerre terrestre prolongée. Donc, si l'on se demande comment Donald Trump tente d'obtenir une solution militaire pour ramener les négociations à la table, c'est particulièrement important, parce qu'il y a 60 jours, la voie de sortie la plus réaliste était le protocole d'accord en 14 points, qui a expiré ce matin. Et comme vous l'avez souligné, le protocole ne prévoyait pas officiellement un calendrier de 60 jours. Mais c'est ce qui avait été évoqué lors des discussions informelles sur sa mise en œuvre. Des conditions à remplir au cours des 30 premiers jours concernant le détroit d'Ormuz. Puis, au cours des 60 jours suivants, toujours autour du détroit d'Ormuz, la levée des sanctions, le dégel des avoirs, et ce à quoi un retour à la normale ressemblerait dans le cadre de ce protocole. Or, cette voie de sortie est dépassée depuis longtemps. Nám vypomet se přestřešení de softy. Donc, je crains qu'une option nucléaire soit envisagée depuis longtemps. Nous le savons parce que le président des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, a dû retenir le président au bord du gouffre. Cela pouvait vouloir dire retenir les codes ou tenir bon en disant « Non, monsieur, nous n'allons pas choisir cette option », même s'il risquait d'être limogé pour cela. Nous savons que l'option nucléaire a été discutée. Je suis donc très convaincu que le gouvernement des États-Unis, le président des États-Unis, l'autorité nationale de commandement, va recourir à une option nucléaire tactique. Parce que, comme vous l'avez de nouveau évoqué dans votre excellente introduction, où est l'offre politique? Où est le retour à la diplomatie? Nous avons maintenant les États-Unis et l'Iran avec des exigences maximalistes.
Iran with maximalist demands. Donald Trump has now gone back to unconditional surrender. Donald Trump en est maintenant revenu à exiger une reddition sans condition. L'Iran ne va pas capituler face à une reddition sans condition, à moins d'être mis à genoux militairement, ce qui n'arrivera pas. Et si cela devait arriver, ce ne serait pas de sitôt, ni sans de lourdes pertes américaines en vies humaines et en ressources. Et je veux simplement souligner un autre point. L'option nucléaire n'est pas quelque chose que je défends, que j'encourage, ni que je souhaiterais voir se produire un jour. Cependant, en réaliste, au regard de ce qui a été discuté, et maintenant que nous avons Marjorie Taylor Greene, qui, même si elle n'est plus membre en exercice du Congrès des États-Unis en tant que représentante de la Géorgie, reste probablement en contact avec des gens qui savent certaines choses. Et nous savons déjà que l'option nucléaire a été évoquée par les voix officielles. Ce n'est plus un secret. Je prends aussi en compte les autres considérations autour de cette discussion nucléaire. Les États-Unis disposent en Europe d'un arsenal important d'armes nucléaires tactiques, plus de 200, dont près de 60 sont en Turquie. Ces armes nucléaires peuvent être déplacées vers la zone d'opération comme ça. En fait, si je devais parier, je dirais qu'elles y sont déjà. Et la bombe nucléaire gravitationnelle B-61 peut être larguée depuis un F-35. Elle ne peut pas l'être depuis un F-22 à cause de la conception de sa soute à bombe. Mais elle peut être larguée depuis un F-35. Elle peut aussi être larguée depuis un F-16, tous ces appareils étant disponibles sur le théâtre d'opération. Donc, quand on prend en compte le fait que cette capacité existe, qu'il y a désormais la propension ou la volonté de l'utiliser, et que l'option de largage par des avions capables de la délivrer, ou les moyens de la délivrer par l'adaptation d'ogives de missiles de frappe de précision, tout cela est réalisable et déjà présent sur le théâtre d'opération. Je crains qu'en plus d'être au bord d'une guerre régionale plus vaste, qui chaque jour davantage, devient de plus en plus une troisième guerre mondiale, au sens réel d'une guerre mondiale, nous assistions dans un avenir proche au déploiement et à l'emploi d'une arme nucléaire tactique par les États-Unis d'Amérique contre l'Iran. Je suis très convaincu que nous allons voir cela. Et si je le pense aussi, j'ai en quelque sorte évoqué d'autres éléments à prendre en compte. C'est qu'au cours des 30 derniers jours, ou plutôt des 2 derniers mois maintenant, ça remonte un peu, 40 derniers jours, peut-être aux 30 derniers jours, il faudrait que je vérifie les dates. Le général Chris Donahue, commandant de l'US Army Europe, a été limogé par Pete Hegseth, le commandant du 5e corps de l'armée américaine, l'armée de théâtre pour l'Europe, Charlie Costanza aussi. Ce sont 2 officiers avec lesquels j'ai travaillé, pour lesquels j'ai travaillé et que je connais. Ils défendent fermement des valeurs et des principes et ils sont très compétents et expérimentés. Pas le genre d'officiers généraux qu'on voudrait limoger en pleine guerre, quel que soit le théâtre d'opération. Mais ils ont été limogés. Pourquoi? Eh bien, le déploiement de l'arsenal nucléaire tactique américain se trouve en Europe. Le commandant de théâtre et le commandant de théâtre subordonné de l'armée de terre, le général Donahue et le général Costanza, sont les officiers généraux qui ont l'autorité de déployer, d'utiliser et de déplacer ces munitions. Je suis très convaincu que cette discussion a eu lieu entre le président, Pete Hegseth, le chef d'état-major interarmé, et le commandant de l'UCOM, le général Alexus Grinkewisch. Lui aussi a déclaré publiquement « Écoutez, les États-Unis ne peuvent plus protéger leurs intérêts tout en continuant à soutenir Israël dans cette guerre. Nous ne pouvons pas faire les deux. » C'était ce général-là. Et peu après, 2 autres généraux de l'armée de terre ont été limogés. Je pense qu'ils ont été limogés parce qu'ils ont fermement dit « Non, nous ne soutenons pas cette ligne d'action ».
Si vous voulez suivre cette ligne d'action, Monsieur le Président, si vous voulez suivre cette ligne d'action, Monsieur le Secrétaire, nous ne la soutenons pas. Et ils ont ensuite été limogés. Sinon, pourquoi les deux principaux commandants du commandement de théâtre et du commandement subordonné unifié auraient-ils été limogés au commandement européen? Pourquoi? Ça n'a aucun sens, à moins de regarder le lien avec le EUCOM. L'EUCOM des États-Unis, un commandement de combat, est le principal commandement de soutien du commandement central des États-Unis dans ce conflit avec l'Iran. Donc, quand je regarde tous ces indicateurs et que je les relie entre eux, je suis très convaincu que le président des États-Unis envisage des options pour l'emploi d'une arme nucléaire tactique. Il sera probablement utilisé sur la montagne de Pickaxe ou quelque part sur l'un des sites d'Ispahan ou de Fordo. Mais nous savons que nous les avons déjà frappés, en remontant jusqu'à l'opération Midnight Hammer, et cela n'a pas produit le succès ni l'anéantissement que Donald Trump a tenté de vendre au peuple américain. Le président a aussi laissé entendre, si l'on revient à il y a environ 2 semaines, lors de ses démonstrations de force et de ses échanges à ce moment-là, que si l'Iran ne se soumet pas, ne cède pas le détroit et ne négocie pas, les États-Unis utiliseront une arme qu'on n'a pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Or, je ne vois qu'une seule arme qui pourrait représenter un tel niveau de menace, une arme nucléaire. Je suis donc très préoccupé de voir les États-Unis se rapprocher de plus en plus de cette option, qui ne fera qu'élargir le conflit à un niveau que les États-Unis ne pourront pas gérer dans la région. S'ils utilisent une arme nucléaire, ce sera un choix tactique pour obtenir un avantage stratégique. Quel serait-il, Anthony? Quel serait ce gain stratégique obtenu par cet usage tactique du nucléaire? Vous avez mentionné la montagne de Pickaxe. Je comprends tout à fait. Ils pensent peut-être que les 400, voire plus, d'uranium enrichi se trouvent sous cette montagne. C'est pour ça qu'ils essayent de la frapper. Mais quelles en seraient les conséquences? Comment voyez-vous les répercussions d'un nouvel usage d'une bombe nucléaire, d'une arme nucléaire? Eh bien, ce ne sera pas, excusez le bruit. J'imprime une photo de la bombe nucléaire tactique B-61 pour que les gens puissent se faire une idée. Vous savez, quand on pense à une arme nucléaire, on pense souvent aux armements de la triade nucléaire américaine, associés à la destruction mutuelle assurée, à la guerre froide. Vous savez, à ce qui a été largué sur Hiroshima et Nagasaki. À ce niveau de destruction, à ce type de bombe nucléaire, à ce niveau de jeu au bord du gouffre. La différence, c'est que nous ne parlons pas d'une frappe effectuée avec une arme nucléaire Minuteman III. Nous ne parlons pas d'une frappe menée par un B-52 avec une W-80, ce type de bombe nucléaire. Nous ne parlons pas d'un Trident II tiré depuis un sous-marin de la classe Ohio, même si c'est évidemment une option. Parce que l'USS Alaska, qui est un sous-marin de classe Ohio à propulsion nucléaire, est aussi capable d'emporter des ogives nucléaires, se trouve dans le golfe Persique, ou plutôt, excusez-moi, dans l'océan Indien. Donc, c'est une option. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est du déploiement de la bombe nucléaire tactique B-61. Et c'est en quelque sorte le standard vers lequel les États-Unis se sont tournés pour leur arsenal nucléaire depuis la fin de la guerre froide. Et cette bombe B-61, c'est celle-ci, juste là. Vous la voyez sur un petit chariot? Oui. Elle fait à peu près la taille d'une JDAM. En fait, elle est plus petite qu'une JDAM ou que les autres bombes de 2000 livres qu'Israël utilise quotidiennement et continue d'utiliser. Elle n'est même pas aussi grosse que l'une de ces bombes. Évidemment, c'est une charge tactique. Plus encore que la puissance explosive, plus encore que les destructions, plus encore que ce qu'elle fera ou ne fera pas.
Parce que personnellement, je pense que larguer une bombe nucléaire B-61, une arme nucléaire tactique, sur Pickaxe Mountain ne ferait rien d'autre que laisser une cicatrice assez vilaine dans le sol ou sur le flanc de la montagne. Pickaxe Mountain est enfoui sous près de 120 mètres de granit massif. Ce n'est pas la seule solution. Et je le sais parce que, pour revenir aux options de Conplan, quand on examinait la Corée du Nord, l'Iran, ce que nous appelions la neutralisation des cibles durcies, c'est-à-dire des cibles souterraines, renforcées dans des bunkers profondément enterrés. La seule façon d'entrer dans Pickaxe Mountain est de réellement saisir, neutraliser, détruire ce qui pourrait relever de la capacité nucléaire en uranium enrichi, c'est d'envoyer des troupes au sol, d'y entrer et d'aller le chercher. L'option de larguer une arme nucléaire ne permettra pas non plus d'atteindre cet objectif stratégique. Rappelez-vous les objectifs qui avaient été fixés pour expliquer pourquoi nous faisions cette guerre. Et l'ironie, c'est que si nous continuons aujourd'hui à nous battre pour le détroit d'Ormuz, c'est pour une raison qui ne faisait même pas partie des objectifs pour lesquels nous sommes entrés en guerre. Je veux dire, l'ironie est flagrante, mais envisager l'emploi d'une arme tactique sur le mont Pickaxe ne permettra pas d'atteindre l'objectif stratégique. Ce que cela fera sur le plan stratégique, c'est créer un tout autre niveau de chaos si l'on tient compte de la Chine, puissance nucléaire, de la Russie, puissance nucléaire, du Pakistan, désormais membre de l'alliance avec la Turquie et l'Arabie saoudite, puissance nucléaire. Et il faut considérer ces résidus énergétiques, ainsi que les effets de deuxième et de troisième ordre dans la région, et ceux qui pourraient ensuite se produire en matière d'escalade nucléaire. C'est là que se situe la vraie inquiétude, et je ne pense pas que le président la prenne en compte. Alors, que signifierait l'utilisation de cette bombe gravitationnelle B-61? L'ogive ne pèse qu'environ 320 kilos. Je veux dire, tu pourrais la soulever au développé couché, Nima. Ce n'est pas énorme. Donc, quand on pense à l'utilisation de cette bombe et à ce qu'elle permettrait d'obtenir, pas grand-chose. C'est la position maximaliste à laquelle Donald Trump est revenu. On l'a vu à maintes reprises. Donald Trump revient sans cesse à cette exigence maximaliste. Et cela ne permet pas de mettre fin à ce conflit. Je pense que l'Iran est ouvert à la diplomatie. Je pense que sur le continuum du conflit, on oscille en quelque sorte entre la voie de la diplomatie et une guerre totale à grande échelle. La diplomatie ou la guerre totale, n'est-ce pas? Eh bien, cette voie de retour à la diplomatie n'est pas sous le contrôle des États-Unis. Les États-Unis n'ont plus l'influence ni le contrôle politique nécessaire dans cette voie-là pour éviter la guerre. C'est l'Iran qui contrôle cette voie. Mais l'Iran ne cédera pas à des exigences diplomatiques ou politiques qui seraient inférieures à ce que l'Iran exige au maximum. Donc, quand vous avez deux positions maximalistes, des exigences stratégiques maximalistes, cela n'augure rien de bon pour mettre fin à un conflit. Et je pense que nous allons voir, parce que voici les options militaires. Je me suis penché là-dessus, et je pense que votre public trouvera cela. Moi, j'ai trouvé ça intriguant. J'ai trouvé très intéressant de regarder comment nous menons cette guerre en ce moment. Nous essayons d'en faire une bataille de porte-avions. On essaie d'en faire une bataille de la Navy. On essaie d'en faire une guerre de la Navy. Bon, on a tous entendu les informations récentes, pas vrai? Et c'est un autre point que je veux vraiment souligner, si on a le temps dans cette séquence, pour les marins à bord de l'USS Abraham Lincoln, ou CVN 72. Parce que je pense que davantage de gens doivent entendre la vérité sur la réalité à laquelle nous faisons face, à laquelle les États-Unis font face en ce moment. Car nous n'étions pas préparés à ce conflit. En ce moment, l'USS George Washington, un porte-avions de la classe Nimitz, est en route ou sur le point de l'être vers la mer d'Arabie ou l'océan Indien pour remplacer l'USS Abraham Lincoln, le CVN 72.
Vous remarquez ces numéros CVN 72-73? Cela veut dire qu'ils ont été construits juste l'un après l'autre. Ils sont tous les deux de la classe Nimitz. Le George Washington, c'est pas un porte-avions de classe Ford dernier cri, ultra avancé, qui arrive pour sauver la situation. Le George Washington est aussi vieux que moi. Il a été conçu il y a 44 ans. Il est en mer depuis presque 35 ans. Et moi, quand on y réfléchit, je suis allé sur le site de l'Institut naval des États-Unis. Je n'ai pas inventé ça. Je n'ai pas trouvé ça sur Wikipédia. Je ne tiens pas ça de ce que j'ai entendu. Je suis allé sur le site officiel de l'Institut naval des États-Unis pour examiner l'état de ces navires. L'USS George Washington a été conçu en 1982. Il a été mis à l'eau en 1992. C'est un modèle vieux de 44 ans, avec 34 ans passés sur l'eau. It hit the water in 1992. It's a 44-year-old design, 34 years on the water, and it's replacing the USS Abraham Lincoln, which was designed. Et il remplace l'USS Abraham Lincoln, qui a été conçu la même année. Ce sont tous les deux des porte-avions de classe Nimitz. Et ce qui est pire, c'est que l'USS George Washington ici, le CVN 73 de classe Nimitz, qui remplace le Lincoln, le CVN 72 de classe Nimitz, est accompagné, au sein de sa flotte de porte-avions ou de son groupe aéronaval, d'un autre navire américain appelé l'USS Benfold, le DDG-65. Il n'était pas parti initialement avec le George Washington, parce que rappelez-vous, le George Washington est un porte-avions du commandement du Pacifique. Il est détourné, réaffecté pour remplacer le Lincoln, car cela n'avait jamais été prévu en termes de durée de déploiement. L'USS Benfold n'est pas parti avec le Washington. Il le rejoint maintenant. The USS Benfold didn't go with the Washington. It's catching up now. It's getting out there now because it was in. Il est en route maintenant, parce qu'il était aux Philippines, où il recevait des pièces de rechange pour réparer sa climatisation, son système électrique, et remplacer toutes ces choses qui tombaient en panne, parce que c'est un destroyer d'une classe plus ancienne. Donc, dans la zone d'opération, on n'envoie pas ce qu'il y a de plus récent ni de plus avancé. On envoie le vieux matériel, parce que franchement, c'est tout ce que les États-Unis ont à l'heure actuelle. Parce que rappelez-vous l'ancien USS Ford, vous vous souvenez de ce navire? L'USS Ford, c'était un porte-avions de classe Ford, notre modèle le plus récent, le meilleur et le plus avancé. Il a été mis à l'eau en 2017. Eh bien, il est de retour en réparation parce qu'il y a eu, soi-disant, un incendie dans la buanderie. Moi, je pense qu'il a été touché par des drones iraniens, des missiles anti-navires iraniens ou des torpilles, mais il est hors du combat. L'USS John F. Kennedy, le prochain de la classe Ford, vient tout juste d'obtenir le feu vert, si vous voulez. C'était dans l'actualité vendredi. Il a passé ses essais en mer et il va bientôt prendre la mer. Eh bien, ils ont précipité les choses. Ils ont accéléré le processus. Et quand vous prenez quelque chose d'une telle ampleur et que vous accélérez le processus pour le faire approuver, il y aura probablement des problèmes. Peut-être encore un incendie dans la buanderie. Je ne sais pas. Mais il n'est pas encore prêt à partir en guerre. Donc, nous menons cette guerre contre l'Iran avec du matériel vieux et en mauvais état, avec des marins, des aviateurs et des soldats qu'on fait sans cesse avancer et reculer, et des marines à qui l'on dit « on y va pas, on y va pas ». Nous avons toujours la 82e division aéroportée déployée dans la région, qui attend simplement. Nous avons toujours le 5e groupe d'intervention amphibie qui reste là à attendre sur l'USS Boxer, un porte-aéronef de classe Wasp. Et si vous voulez parler de vieux, je veux dire vieux. Donc voilà. Et au passage, le Washington va remplacer le Lincoln pour rejoindre l'USS J.W. Bush, un autre porte-avions de classe Nimitz qui est vieux. Alors, quelles sont les options militaires? Quelles options militaires le président des États-Unis se voit-il proposer par l'amiral Brad Cooper, le commandant du commandement central américain? Quelles options militaires sont disponibles pour contraindre l'Iran à revenir à la diplomatie? Il n'y en a aucune.
Nous avons épuisé nos munitions de frappe de précision. Nous avons épuisé nos munitions de précision à portée tactique et opérationnelle, ainsi que nos munitions stratégiques. Nous n'avons pas d'option militaire, à moins d'envoyer des troupes au sol ou de trouver une autre voie. Et cela renvoie à la décision que Truman a dû prendre pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Est-ce qu'on envahit le Japon continental? On sait que cela coûtera des centaines de milliers de vies de soldats, de marins et de marines. L'Amérique ne l'acceptera pas. Nous ne pouvons pas mettre des vies américaines en danger. Alors, nous allons utiliser la bombe nucléaire. Et c'est ce que nous avons fait. Je pense que Donald Trump a le sentiment d'être confronté au même calcul. J'estime que cette situation est en partie de son fait en raison de l'échec de ce conflit et de l'absence de stratégie. Mais si j'essaye de me mettre, vous savez, en quelque sorte, dans l'état d'esprit du président des États-Unis, je pense qu'il s'est convaincu que ce sont là ses options. Soit des troupes au sol et des milliers d'Américains mourront. Des navires couleront. Ou alors l'option nucléaire, qui ne mettra pas fin au conflit. Elle ne fera rien pour y mettre fin, mais qui donnera à Donald Trump une porte de sortie. Parce que si Donald Trump peut convaincre sa base MAGA, n'oubliez pas, les élections de mi-mandat arrivent en novembre. Et devinez qui va aussi devoir faire face à des élections très bientôt. Netanyahou. Tous les deux veulent sortir de ce bourbier. Tous les deux veulent sortir de ce désordre. Utiliser une arme nucléaire, quelle que soit la vérité. Rappelez-vous tout ce que j'ai mentionné auparavant sur le DIM, d'accord? L'information, la mésinformation et la désinformation. Donald Trump n'a aucun problème à mentir au peuple américain. Il le fait en ce moment même au sujet des conditions à bord de l'USS Lincoln. Donc quand on regarde ce que cela produira, cela ne produira rien. Mais Donald Trump peut le présenter comme une victoire à sa base MAGA belliciste, aux Américains qui veulent encore croire que nous sommes en train de gagner ce conflit, ou que nous pouvons le gagner, ce qui n'est pas le cas et ne le sera pas. Mais leur donner cette victoire. Regardez, le détroit d'Ormuz n'a jamais fait partie de nos préoccupations. Qui s'en soucie? Le détroit de quoi? Un changement de régime? Peu importe. Si le peuple iranien veut un changement de régime, il peut le faire. On lui a donné les clés du royaume. C'est à lui de jouer. C'est comme ça que Donald Trump le voit. Mais l'aspect nucléaire, c'est quelque chose sur lequel il mise depuis le début, n'est-ce pas? Que ce soit Marco Rubio, Donald Trump, Pete Hegseth, l'amiral Cooper, tous. Parmi les différents objectifs, on en revient toujours à la même chose. Celui qui ne change jamais, c'est celui-ci. Ils ne peuvent pas avoir la bombe. L'Iran ne peut pas avoir la bombe. Eh bien, vous ne pouvez pas prouver qu'ils l'ont. Vous ne pouvez pas non plus prouver qu'ils ne l'ont pas. Tous les éléments provenant de la communauté du renseignement américaine indiquent qu'ils ne l'ont pas. Mais les faucons, les partisans de la guerre au sein du gouvernement, disent que si. Alors, quoi de mieux pour trouver une stratégie de sortie, ou au moins essayer d'en trouver une? Je ne pense pas que ça marchera comme stratégie de sortie, mais au moins, cela donne l'impression d'en avoir une à l'approche de novembre. Écoutez, nous avons détruit leur capacité. Le président des États-Unis était prêt à faire quelque chose qu'aucun président depuis Truman n'avait été prêt à faire. Et il l'a fait pour sauver le monde, pour protéger l'Amérique d'une bombe nucléaire iranienne. Voilà le récit. Je pense que c'est complètement absurde, mais c'est le récit que le président va tenter d'imposer. En fin de compte, il n'existe aucune option militaire réaliste permettant d'aboutir à une situation finale que le président puisse vendre au peuple américain, à ses électeurs ou à sa base. Et l'utilisation d'une arme tactique est envisagée. Il est très probable qu'elle soit déjà sur le théâtre d'opération.
Cette image que je vous ai montrée, vous savez combien de temps il faut pour en installer une sur un F-35 ou un F-22. Un bon armurier, un bon membre de l'équipe d'armement peut le faire en environ 8 minutes. Elle va être utilisée, selon moi. Je le pense depuis le début, parce que si l'on examine les différentes options possibles, Donald Trump n'a aucune porte de sortie. Et il cherche désespérément une porte de sortie. Or, des hommes désespérés qui occupent des positions de pouvoir font des choses stupides. In powerful positions do stupid things.